Bonjour à tous, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, on va parler du marché de la carrosserie avec nos invités nombreux ici. On les remercie d'être venus jusqu'à nous. Quentin Brenier, bonjour. Vous êtes le fondateur de lecarrossier.fr, qui est un comparateur. Vous allez nous en parler plus avant tout à l'heure. Max Aluni, bonjour. Bonjour. Président d'Albax. S'il y a bien une marque qu'on peut citer, c'est Albax. Aussi Axial, Alain Custet, bonjour. Vous représentez Axial aujourd'hui. Patrick Nardou, président de la Fédération française de carrosserie, bonjour. Bonjour. Et ma chère Odette Dantas de JIPA. Vous allez justement commencer par nous dire, parce qu'on dit tellement que le marché de la carrosserie est sinistré, que les petits carrossiers ferment, qu'aujourd'hui on ne répare plus les pièces, mais qu'on les change directement en concession. Peut-être que tout ça n'est pas vrai. Comment ça se passe ? Quel est le constat que vous nous faites en mars 2019 ? Alors c'est vrai que si on parle évolution du marché de la carrosserie, peut-être l'idée première, c'est de se dire, voilà, on est plutôt sur un marché à tendance baissière, parce qu'effectivement, vous avez parlé, il y a la baisse de la sinistralité. Aujourd'hui, on va nous parler aussi d'un parc qui est de plus en plus équipé de systèmes d'aide à la conduite, donc effectivement, qui vont limiter effectivement les chocs. Mais quand même, si on voudrait dresser un portrait de ce marché-là, et là, ce que je vais vous décrire, c'est le marché des particuliers, donc hors flotte et hors véhicules utilitaires. Mais on va retenir quand même quelques chiffres. Premièrement, combien ça concerne aujourd'hui d'automobilistes ? C'est 1 sur 5 chaque année qui est confronté soit à un choc important, soit à un choc mineur. Donc, ce n'est pas anodin. Si on répartit ce marché entre justement les gros chocs et les chocs mineurs, aujourd'hui, le gros du marché est constitué justement par ces chocs mineurs, plus de 80%. Donc, on est sur un marché que j'avais qualifié à l'époque de la bobologie. Et la troisième étape, est-ce que les gens finalement réparent ou pas suite à cette accidentologie ? Ce n'est qu'un tiers aujourd'hui d'entre eux qui effectivement ont fait l'intervention de réparation. Donc là, on voit vraiment le potentiel, le gisement que peut avoir aujourd'hui ce marché de la carrosserie. Donc certes, il y a des indicateurs plutôt négatifs, mais il y a encore quelque chose à aller prendre sur ce marché. Encore juste quelques indicateurs pour montrer qu'effectivement, il y a un potentiel. C'est 7 voitures sur 10 qui circulent aujourd'hui qui présentent des rayures. Vous avez 4 voitures sur 10 qui présentent aujourd'hui des bosses. Donc on pourrait se dire, oui, mais le conducteur... On a des voitures moches, quoi, en général. Ouais. Alors on voit justement, est-ce qu'on s'en moque ou pas d'avoir une voiture qui est moche ? Il faudrait rajouter les salles, et dans ce cas-là, on serait vraiment sur un parc automobile nauséabond. Et c'est là qu'on voit quand même, les gens sont quand même un peu ennuyés lorsqu'ils voient leur voiture, parce que les rayures, c'est pas que sur du vieux parc, c'est aussi du parc récent. 41%, ça les ennuie. Donc aujourd'hui, s'ils savaient qu'il y avait quelque chose à faire, donc là, c'est du côté du moins des professionnels, et on va les écouter. Effectivement, si déjà, ils nous disaient qu'ils nous enlevaient ce frein, que quand je pense carrosserie, ça va être cher, et en plus, ça va me prendre du temps, je vais avoir une immobilisation longue. Donc peut-être qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Max Aluni sourit. Pourquoi est-ce qu'il sourit ? Non, je pense qu'aujourd'hui, l'automobile, oui, on peut en parler comme ça, mais dans les années 30, l'automobile, c'était vraiment... c'était la liberté. Dans les années 80, c'était la beauté de l'automobile, la rapidité. Dans les années 2000, c'est devenu un outil. Et aujourd'hui, c'est une contrainte. Donc les gens, aujourd'hui, quand on sait que l'automobile en général coûte, je regardais avec les taxes et tout, 17 milliards et que c'est 16 milliards et 17 milliards, ce sont les impôts en France, c'est le deuxième impôt en France. Donc aujourd'hui, c'est une contrainte, l'automobile. Alors c'est vrai qu'on peut parler de la carrosserie, mais comme ça coûte en plus, eh bien les gens... il y a quand même des problèmes financiers en France et c'est pas aussi facile que ça. C'est pas facile pour les gens en France, c'est pas facile pour vous non plus du coup, puisque vous avez un manque à gagner. Mais bien sûr que nous avons un manque à gagner. Alors comment on fait ? On ferme ? Non, on s'intéresse de plus en plus à être attractif sur comment réparer, comment descendre nos coûts, etc. Mais on est un métier... pauvre, je pense que mes collègues le diront, on est un métier pauvre parce qu'on est dominé par 5 groupes d'assurance aujourd'hui, puisque quand on a commencé notre vie il y a 40 ans, il y avait 40 ou 50 compagnies d'assurance. Aujourd'hui, c'est 5 groupes d'assurance et ces 5 groupes d'assurance tiennent le marché de la réparation collision et à partir de là, on est dans un métier pauvre parce que on a peu de marge. Je regardais simplement... C'est-à-dire on répare sa voiture uniquement quand l'assurance prend en charge, grosso modo. Dans beaucoup de cas.
Et le service plus de la petite réparation, elle se fait, mais beaucoup moins souvent. Voilà. Où on est pris en charge ou pas. Ça, c'est constat partagé, Odette Dantas. Oui, vous avez raison. Il y a effectivement l'automobile, il y a des arbitrages qui sont faits aujourd'hui, mais quand même. Quand on les interroge, nous, dans le cadre de Focus Group Consommateurs, ils nous disent, voilà, ça m'ennuie. Mais déjà, ils ne savent pas mettre un prix dessus. Est-ce que c'est cher ou pas cher d'aller faire, enlever une rayure ou une cosmétologie sur mon véhicule? Parce que j'aime autant vous dire que certains profils de parc, ils ont même des stratégies d'éviction pour éviter le problème, quoi. Ils vont se garer dans tel type d'endroit, ils font attention, effectivement, à éviter, justement, un espèce de petit choc lors d'une ouverture de porte, etc. Donc, il y a moi, quand même... je ne me gare jamais derrière une boule, par exemple. Voilà. Comment on appelle ça, un attelage. Ouais. Alors ça, jamais. Ou à côté d'une voiture, par exemple, où il y a un siège bébé, parce qu'il nous raconte qu'effectivement, il s'ouvre la portière de manière importante. Moi, les sièges bébés, donc je peux pas non plus. À un moment donné, on est jugé parti. Je voulais entendre quand même le syndicat, parce que la Fédération française de carrosserie, si on dresse ce constat finalement qui n'est pas très folichon pour les carrossiers, comment est-ce que vous, qui avez les remontées de tout le monde, comment est-ce que on le vit à l'intérieur? Moi, je suis d'accord avec Max, je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre. Je crois que, comme beaucoup de métiers, notre survie, notre avenir, dépend de la façon dont on saura s'adapter. C'est vrai qu'on parle de carrosserie rapide, on parle de petits chocs aujourd'hui. Donc c'est cette façon de voir l'avenir, c'est cette prise en compte qui fera que demain on aura du travail ou on en aura moins. C'est-à-dire, je ne vous suis pas totalement. Le fait qu'il y ait des chocs, ça, de toute façon, ça ne va pas changer. Il y en a. Donc, on répare ou on ne répare pas. Ouais. Mais vous voulez dire peut-être qu'il faut... Savoir réparer au bon prix. Ouais. Avoir su s'adapter, avoir su adapter son métier, avoir su adapter ses équipes à toute cette bobologie, à la prise en charge. Ça veut dire réduire les équipes aussi ? Pas forcément ? Pas forcément, mais si on remonte à 15 ans en arrière, on constate bien que bon nombre de carrosseries ont réduit leurs équipes aujourd'hui. Écoutez, quand j'ai commencé le métier, on passait en moyenne 30-35 heures sur un véhicule quand on le prenait en chantier. Aujourd'hui, on en passe moins de 15. Ouais. Donc voilà, tout ça a fait que effectivement, il faut continuer à s'adapter parce que les chocs de demain ne seront pas, comme ça a été dit, les chocs d'hier et encore d'aujourd'hui, quoi. Quel est le ressenti chez Axial où justement il y a tous ces petits carrossiers qui sont en réseau ? Moi, je crois que la réparation indépendante a beaucoup d'avenir. Continue à avoir beaucoup d'avenir à condition, et tu le disais, Patrick, tout à l'heure, de prendre un certain virage. Il y a un virage qui est à prendre aujourd'hui, qui est pris, qui a déjà été pris, mais qu'il faut continuer, qu'il faut accentuer. De la présence locale sur son marché local, parce que le marché local, mine de rien, est quelque chose de très important. Le panneau qu'on a, le panneau Axial que je représente, qui aujourd'hui commence à être un peu connu, pas d'illusion parfaite, mais qui commence à être un peu connu. Aujourd'hui, mon entreprise est plus appelée par Axial qu'elle est appelée par mon nom, par mes propres clients. Et je trouve que c'est une victoire, ça. C'est une victoire parce que quelque part on est une identité de marque. C'est un label et c'est une identité de marque qui commence sérieusement à être développée et qui amène dans l'idée du consommateur que là ou là, il aura un service homogène et normé. Ce qui était un des reproches des consommateurs. En disant, je vais là, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai un souci ? Où est-ce que je peux aller ? Comment ça se passe ? Etc. Voilà. Ça, c'est une chose. Et puis, effectivement, vous disiez tous les deux que la violence des chocs avait diminué, bien entendu. La contrepartie aussi ça, c'est de vrai, ça. Enfin, je remets pas votre parole en doute, mais avec les aides à la conduite, le fait qu'on puisse plus identifier un choc plus rapidement, les caméras de recul, tout ça aide. Alors ça, bien entendu, ça continue à faire baisser l'importance des chocs. Parfois, ça fait monter le prix des factures, puisqu'il y a de l'équipement, il y a des choses comme ça en plus. Ça fait monter la technicité des gens de nos ateliers, par définition. Les garde-boue maintenant, enfin les pare-chocs maintenant ont des capteurs. Donc voilà, le pare-choc il a doublé, triplé de prix. Il faut aller de plus en plus vers les actions de formation de notre personnel, de nos ateliers. C'est tout à fait clair, c'est indispensable si on veut être présent demain. Alors ça, on va y revenir à la formation juste après, mais je voulais d'abord interroger Quentin Brenier, parce que finalement, en créant un comparateur de carrossiers, puisque je crois que c'est le but du jeu, c'est un peu comme les furets, quoi. Vous semez un petit peu la zizanie entre tout le monde, non ? C'est ça ?
Alors, nous, on ne se considère pas vraiment comme un comparateur. On a un positionnement qui est très automobiliste, c'est-à-dire comment on peut apporter un nouveau service plus simple, un peu plus rapide, et comment on peut aider aussi, à notre échelle, à accompagner les acteurs actuels dans justement ce virage un petit peu digital, etc. Alors, lecarrossier.fr, mode d'emploi, j'arrive sur votre site, qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous faites une demande de devis, c'est quelque chose c'est une démarche qui prend 2 petites minutes, on vous demande votre immatriculation et les photos des dommages présents sur votre véhicule. Ensuite, nous, on va vérifier cette demande, vérifier que les photos soient de bonne qualité, etc. Si elle est bonne, on la transfère vers une plateforme réservée à nos partenaires. C'est qui vos partenaires ? Ce sont les carrossiers. Mais qui ? Tout le monde ? Ça peut être tout le monde, exactement. Ça peut être des réseaux. Alors aujourd'hui, on est très tourné vers les indépendants avant de discuter avec les réseaux. Voilà, l'idée c'est... Vous avez Max Alunier juste à côté de vous, non ? Oui, je sais. Mais on s'est déjà... Voilà, D'accord, on s'est déjà expliqué. On s'est déjà parfait. Voilà, et c'est ça. Et donc, je reviens un petit peu sur... Tout à l'heure, vous parliez de la bobologie. Nous, on est vraiment sur ce segment-là. D'accord. Sur le hors assurance, sur les petits dégâts. C'est là où, typiquement, on a une valeur ajoutée parce que si on demande à un carrossier de passer des heures de chiffrage, etc., pour un petit chantier, c'est certain que la marge, elle est moins importante. Vous nous dites, en fait, on peut se faire plaisir en maquillant, enfin, en corrigeant un bobo d'une voiture, alors que tout de suite, on imagine que ça prend des proportions hallucinantes. Alors, disons que, voilà, nous, je sais que les interventions de nos partenaires, elles se tournent plus aux alentours de moins de 10 heures de main-d'œuvre, quoi. C'est ça. On n'est pas sur du gros choc. 10 heures, c'est déjà beaucoup, non ? Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait Oui, absolument, c'est ça. Si on prend... non, mais on est bien en dessous, voilà, de 10 heures, quoi. C'est vraiment un maximum. Et l'idée, c'est de proposer aux réparateurs une solution facile pour obtenir des nouveaux clients. Et qui plus est des clients à marge quelque part, parce que on va se positionner en face des autres apporteurs d'affaires des carrossiers, qui sont donc les assureurs, les loueurs, qui ont des contrats, des agréments, etc., et qui vont négocier les prix. Voilà, nous on prend, pour être transparent, on prend une dizaine de % sur les réparations qu'on prend aux carrossiers, et on se positionne face à des assureurs qui vont prendre parfois 30, parfois plus, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Albax et Axial, là, justement ? C'est quelqu'un qui sème la zizanie, comme je le disais tout à l'heure, ou au contraire qui arrive à vous aider d'une certaine manière ? Sur une première réflexion, oui. Sur une première réflexion, c'est quelqu'un qui, sur mon secteur de ma zone de chalandise, va envoyer les mêmes photos à mes concurrents et à moi-même. C'est pas facile à imaginer, sauf que c'est nouveau, d'un autre côté, ça peut poser problème. Le client le fait déjà tout seul. Il n'avait pas besoin de lui pour le faire. Absolument. Donc, ça va plus vite. Mais ça lui simplifie la tâche. En même temps, à partir de là, chaque fois qu'un artisan fait un devis, il n'est pas sûr de gagner. On ne gagne pas à tous les coups, ça ne marche pas à tous les coups. Et c'est quand même un apport de clientèle qui peut arriver. On n'a pas de contrat ensemble. Max Alunier, là-dessus. Non, mais moi je trouve que de toute manière, cette vision, c'est une vision ouverte et c'est une vision qu'il faudra avoir. Moi, je préfère travailler avec des gens à un tarif libre que travailler sous des contraintes. Par exemple, lorsque je regarde la réparation en collision aujourd'hui et nos ateliers qui sont de vieux ateliers, enfin quand je dis de vieux ateliers, des ateliers très modernes, certes, mais anciens de par la date de naissance de l'entreprise, puisqu'on a 45 ans d'entreprise. Quand on regarde et qu'on fait le point, on a une tendance à travailler encore beaucoup avec des apporteurs d'affaires qui sont des compagnies d'assurance. Et lorsque je regarde, par exemple, chez nous, on fait 25 000 réparations par an, donc on commence à en faire quelques-unes. En France, hein. En France. Ouais. Et lorsque je fais le point et que je regardais ces chiffres-là justement avant de venir, 27 millions de chiffre d'affaires, je redistribue en remise arrière, tout ce que l'on veut, je redistribue 1,7 million d'euros. À mes donneurs d'ordre. 7% de mon chiffre d'affaires. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est devenu, quoi ? Je préfère travailler avec le client en direct. Mais c'est pas possible. Voilà. Parce qu'il y a les compagnies d'assurance qui sont... Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Et bien sûr que c'est intéressant des jeunes qui arrivent sur ce marché et qui proposent. Parce que si on n'avait pas les yeux ouverts, ils nous les ouvrent. Et ben voilà. Donc, heureusement qu'ils arrivent. Parce que quand on regarde ça, pour revenir à 7% d'un chiffre d'affaires, c'est le prix de tous mes loyers en France. 7%. Et en face, les compagnies d'assurance, les compagnies d'assurance ou les apporteurs d'affaires, parce qu'il n'y a pas que les compagnies d'assurance, ne nous donnent pas en contrepartie un nombre de voitures. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas allez, vous avez 7%, mais contre un volume d'affaires. C'est pas vrai. Ils ne s'engagent même pas, ces gens-là.
Donc finalement, vous voyez une bonne solution à ce type de nouveau business model. Je voulais revenir sur ce que disait Patrick Nardou tout à l'heure sur la formation. Est-ce que la formation des carrossiers, je m'adresse à tous, va évoluer? C'est-à-dire que je parle même pas, et j'ai en tête pas seulement la carrosserie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune apprenti qui va apprendre la carrosserie, est-ce qu'il ne faut pas qu'il apprenne quand même beaucoup plus de choses, du multitask, pour pouvoir finalement, entre guillemets, survivre plus tard dans le métier? Dans notre métier, trop longtemps, la formation a été un problème. Et resté un problème, parce que le carrossier a des difficultés pour aller se former. Là aussi, il n'a peut-être pas vu l'avenir, il n'a pas vu l'évolution des produits, et qu'un jour, il y serait contraint. Ça a été dommage d'en arriver là, mais en tout cas, bien souvent, dans bon nombre d'ateliers, c'est la contrainte qui a fait que le personnel est allé se former. Mais je pense qu'aujourd'hui, depuis longtemps, on a les outils pour se former, et aujourd'hui, l'entreprise a compris qu'elle doit obliger son personnel quand lui ne veut pas, parce que souvent c'était comme ça. Moi je sais que dans les entreprises, quand on a un pôle mécanique, un pôle carrosserie, en mécanique, ça fait 30 ans qu'il est naturel de suivre des formations. En carrosserie, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous êtes là pour changer les choses? Et on est là pour à la fédération, les choses, bien sûr. On est là pour porter la bonne parole, si je peux dire, et parce qu'on sait que sans formation, on est voué à l'échec, c'est certain. Jusqu'où cette formation, Max Aluni? Où est-ce qu'on peut pousser? Alors, nous, on a deux marques. On a la marque Albax et la marque Lecoq. Et sous la marque Lecoq, on cherche des agréments constructeurs pour justement former notre personnel directement chez les constructeurs et être agréé par des constructeurs sur des marques un peu spécifiques, certes, mais ce qui nous amène une formation générale de l'ensemble de nos centres Albax qui viennent se former, eux, chez Lecoq par rapport aux constructeurs. Et les constructeurs jouent le jeu? Ah ben oui, là oui, quand on est agréé constructeur, oui, tout de suite, ça change de musique. Quand on est simplement non agréé constructeur et qu'on répare leurs automobiles, ils évitent de nous donner l'information. Tandis que quand on va chercher l'agrément constructeur, là, c'est pas pareil. Encore une histoire de label dans tout ça. C'est évident. Chez Axial? Alors, au-delà de la formation des constructeurs, il y a quand même tout un panel de formations. Et moi, je ne partage pas tout à fait ton avis, Patrick, sur le retard qu'on a pris. Je ne crois pas qu'on ait pris de retard. Je crois qu'aujourd'hui, la réparation des composites, elle est quand même tout à fait d'actualité. On ne remplace plus de pare-chocs quand on peut les réparer, toutes ces pièces en plastique. On a remis au goût du jour... Ce qui est étonnant, parce qu'on pensait, le vulgum pécus que je suis, pense c'est pas du tout identifié. On change et puis poubelle, quoi. Et pourtant, de plus en plus, et vraiment des pièces en carbone, les pièces en carbone, la réparation même de tôle, de plus en plus. Il y a quelques années, on était, il y a une quinzaine d'années, vraiment des remplaceurs de pièces parce qu'on vivait beaucoup sur la marge pièce. On continue bien entendu à vivre sur la marge pièce. Pour autant, le milieu économique, la demande des assureurs, le monde de notre environnement économique nous a poussés, et ça a nécessité des gros efforts de formation, mais qui ont été faits, à sauver les pièces. Alors, c'est pas le bon mot, parce que sauver les pièces, ça veut dire qu'on aurait dû les changer. Mais réparer les pièces plutôt que de les remplacer. Et nombre de fois, même sur la tôle, de plus en plus, on le fait. Moi, j'ai le sentiment d'être un peu revenu au tout début où j'ai commencé, où effectivement on était des vrais réparateurs. Aujourd'hui, c'est plus technique encore, plus difficile encore, mais on va de plus en plus vers la réparation. Et ça s'accompagne forcément de formation. Et je termine, pardonnez-moi, je termine juste sur, il y a énormément de formations qui nous attendent encore. Encore, bien entendu. Les formations sur l'électronique, les formations sur les ADAS, les formations sur toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, l'offre arrive, elle est en train d'arriver. C'est-à-dire, par quel biais? Par le biais des équipementiers. Les équipementiers qui sortent des appareils de diag, qui sortent on peut les citer, Texa, Autel, la Gutmann, j'en oublie un ou deux là, mais qui aujourd'hui sortent tous les appareils multimarques, et heureusement qu'ils sont multimarques, pour recalibrer les caméras, les radars anti-collision et toutes ces choses dont on a absolument besoin demain dans les activités de collision. Ouais.
Et ça, c'est ce que vous dites est juste. Moi, ça me rappelle une anecdote où je vais une voiture ancienne, j'arrive pour la récupérer, et c'est de la mécanique, hein, mais le garagiste, avec les bras dans le cambouis, appelle un apprenti qui devait avoir 14-15 ans, il était encore acnéen, il le fait venir, il lui dit « Tiens, viens voir, je suis en train de faire un réglage de culbuteur, ça tu verras plus jamais de ta vie. » C'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans votre domaine qui est celui de la carrosserie, il faut évoluer et il faut justement s'adapter à ces évolutions, à ces nouveaux produits qu'il y a. Tout à fait essentiel. Et est-ce que ça suit, Patrick Nardou ? Oui, mais bon, je disais, oui, mais trop souvent contraint et forcé. Trop longtemps. Après, c'est une question de motivation et on peut être comme Quentin Brenier et se faire carrément un site tout nouveau qui aide au business. Je pense que l'évolution technique et technologique de l'automobile va tellement vite que nous, on est toujours en retard de formation. C'est-à-dire qu'il faudrait former les jeunes à la voiture autonome, là. Exactement. Là. Et pour cela, et là je comprends bien notre ami qui représente plus des ateliers petits. Quand on a des petits ateliers, c'est impossible d'envoyer des gens en formation. Sur 3-4 productifs, envoyer des gens en formation, c'est enlever un quart de la potentialité de faire du chiffre d'affaires. Et en plus, ça coûte. Et aujourd'hui, comme nous sommes quand même parce que personne n'en parle, mais moi je pense que nous sommes dans un métier pauvre, très pauvre. Okay, et comme il est très pauvre, en plus ça nous coûte de l'argent d'aller en formation. Alors il vaut mieux travailler avec des constructeurs tels que nous on a choisi et se dire on va se former grâce à des constructeurs, mais on travaille à d'autres tarifs quand on travaille sur des voitures où on est agréé constructeur que quand on travaille dans le cadre de donneurs d'ordre normaux. Et ça nous permet à ce moment-là d'envoyer des gens en formation et de payer nos formations. Parce qu'aujourd'hui, ça nous coûte de plus en plus cher. Mais c'est évident qu'il faut qu'on se forme. Parce qu'encore une fois, et c'est ce qu'on disait au début, le marché de la carrosserie est un peu en berne. Oui, Odette. Non, je veux dire, effectivement, il y a la formation en interne de vos collaborateurs. Mais je crois que nous, quand on pose les questions aux différents intervenants, aujourd'hui, le premier élément, la première difficulté, au-delà de même des technologies, au-delà de même on a des manques de clients, etc., c'est qu'ils ne trouvent pas de personnel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème de trouver des techniciens, des gens, d'avoir une attractivité aujourd'hui de la filière. Et ça se préparait aussi en amont pour qu'il y ait des jeunes aujourd'hui qui déjà aient envie de travailler dans les ateliers de carrosserie. Au-delà même de former aux nouvelles technologies. Mais il y a aussi ce manque-là, je pense, ce retard-là, qui est effectivement d'attractivité par rapport à... qui est aujourd'hui un nœud crucial. On avait fait une étude syndicale, alors là c'est plus réseau, mais une syndicale, puisque les syndicats sont organisateurs de formation et ont un certain nombre de CFA. Et on avait fait il y a quelques années une étude en sortie de CFA, donc au niveau bac professionnel. À l'année 5 ans plus tard, il n'y avait plus que 20% des formés qui étaient encore dans le métier. C'est pire que la première année de médecine. Ça prouve, et là je rejoins ce que disait Max tout à l'heure, c'est qu'à un moment, on n'a pas les moyens de payer correctement les gens pour ce qu'on leur demande. Et ça, c'est vraiment un regret qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est insuffisant. Ils sont payés, mais c'est insuffisant. Et pourtant, la course à l'échalote monte pas mal de ce côté-là. Quand même, ça, je pense que tout le monde peut le... Dans le cadre si je peux me permettre, dans le cadre de la pénurie de main-d'œuvre formée, et ça, je suis totalement d'accord, alors c'est aussi notre faute. Bien sûr. Parce que moi, j'avais pris un petit peu de recul. Chez nous, on a toujours eu 20% de jeunes en formation constamment dans nos entreprises, depuis toujours, parce qu'on développait énormément. Et puis, ces derniers temps, on regardait un peu moins le chiffre, et on est descendu à 9%. Et on s'aperçoit qu'on met des gens à la retraite, mais qu'on n'a plus la ressource humaine chez nous. Donc, dans le projet d'entreprise sur les 4 ans là, qui viennent chez nous, eh bien, 2 choses. Premièrement, c'est donner un pouvoir d'achat de 5% de plus à nos salariés pendant 4 ans. Pendant 4 ans, ok ? Pour justement attirer les bons éléments et remettre 20% de jeunes en formation dans tous nos ateliers. Et bien voilà, des initiatives pour remettre la carrosserie au goût du jour. Merci d'avoir été avec nous, Max Aluni, Quentin Brenier, Patrick Nardou, Alain Custet et Odette Dantas. Merci, soyez fidèles à Mobility TV.